La Russie ne va pas perdre la guerre, à moins que l'OTAN n'intervienne directement. Et dans ce cas, nous parlerions de l'évolution de cette guerre vers une troisième guerre mondiale, peut-être, très probablement, même une guerre nucléaire. Si vous soutenez la Russie, comprenez que les problèmes de Moscou ne font sans doute que commencer. Parce que les défis des Russes ne vont pas disparaître même s'ils plantent un drapeau russe à Kiev. Et si vous êtes pro-États-Unis. Vous devez également comprendre que les États-Unis font face à des problèmes très très graves qui vont frapper de plein fouet leur société. Une partie de la droite brésilienne reste fascinée par les États-Unis, croyant qu'ils sont toujours la même nation qu'aux années 60, 70 ou 80. Et ils ne se rendent pas compte que les États-Unis sont aujourd'hui beaucoup plus à gauche qu'à n'importe quelle autre période. Et c'est très mauvais pour eux. Ne te réjouis pas non plus si tu es anti-américain, à la fin des États-Unis, parce que malgré leurs problèmes, ils resteront une force puissante pendant de nombreuses décennies. À moins, bien sûr, que quelque chose de très soudain et inattendu n'arrive. Si cela survient soudainement, personne ne peut le prévoir. Nous devrons encore affronter les États-Unis, toujours très puissants internationalement. Alors, la grande question est de savoir comment le monde sera après la probable victoire de la Russie. J'ai même essayé de rendre cette vidéo aussi concise que possible. Mais comme il y a beaucoup de domaines, avec de nombreux sujets stratégiques et des choses importantes, je n'ai pas réussi à le réduire plus que la taille qu'il a déjà. Et même ainsi, il est déjà assez long. C'est pourquoi cette vidéo sera un peu différente des autres. Cette vidéo sera divisée en parties 3, pour ainsi dire. Dans cette vidéo, nous allons discuter de l'après-guerre en Ukraine, une fois celle-ci terminée, à condition qu'il n'y ait ni guerre nucléaire ni intervention directe de l'OTAN. Parce que je considère qu'il y a 3 principales menaces pour la planète dans les 100 prochaines années, jusqu'à la fin du siècle, dont l'une sera abordée dans cette vidéo. Il est important de comprendre que, avant que quelqu'un ne se plaigne, je ne fais pas de prophétie. Je fais des prévisions basées sur les informations et les données dont je dispose actuellement, et au fur et à mesure que de nouvelles informations et données me parviennent. Par honnêteté intellectuelle, je suis obligé de revoir les prévisions pour voir si quelque chose change ou si quelque chose est encore plus confirmé. Nous ne pouvons pas prévoir comment sera le monde après la guerre en Ukraine, car elle n'est pas terminée. Et la manière et le temps que prendra la fin de cette guerre vont beaucoup déterminer le monde d'après-guerre. En supposant que nous n'ayons pas une guerre entre la Russie et l'OTAN. Certaines choses sont plus susceptibles de se produire, et c'est sur ces choses les plus probables que nous allons travailler aujourd'hui. D'autant plus que, quoi qu'il arrive, nous sommes certains qu'au moins quelques crises vont éclater dans les prochaines années et décennies. Alors ça ne sert à rien de m'accuser d'être le messager de l'apocalypse, ou un coach de la terreur, ou de dire que celui qui écrit les scripts de mes vidéos, c'est Zack Snyder. Parce qu'il suffit de regarder cette liste de crises qui s'affiche à l'écran maintenant et de me dire si tu vois une chance que ces crises, miraculeusement, n'arrivent pas dans les prochaines années. Parce que même si tu n'es pas d'accord sur l'imminence de l'une ou l'autre de ces crises, en pensant qu'elle sera résolue, tu sais que probablement une partie d'entre elles va se produire. Et c'est là le problème ironique, parce que même si une seule d'entre elles venait à se produire, le changement dans la géopolitique de la planète serait déjà énorme et affecterait plusieurs générations. Mais le fait que nous parlions du fait qu'il y en aura plus d'une, ou même probablement toutes ces crises qui toucheront l'humanité en même temps, ce sera quelque chose de sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Rien que la crise démographique, à elle seule, sera déjà le déclencheur d'autres crises, et elle seule serait déjà un énorme problème. En réalité, les gens n'ont aucune idée de ce problème. La crise démographique sera la plus grande crise de l'histoire de l'humanité depuis la période post-révolution industrielle. Je ne doute pas que ce sera la plus grande crise depuis la première civilisation humaine. Dans ce sens, si l'équation des forces mondiales du futur est construite sur la base des facteurs que nous avons aujourd'hui, qu'aurions-nous ? Ce n'est pas une période de nouvel ordre multipolaire, tant célébrée par les anti-américains, mais en réalité une période de désordre mondial. C'est une période de transition planétaire. Ainsi, nous devons d'abord parler des pays qui seront les pivots du scénario international. Si vous croyez à l'effondrement des États-Unis, détrompez-vous. Cela n'arrivera pas.
La structure géopolitique des États-Unis est la meilleure au monde, voire de l'histoire. Quand je dis que les États-Unis n'ont aucun problème structurel, ceux qui sont les plus anti-américains pointent la crise du fentanyl ou la dette publique comme un problème. Mais ce ne sont pas des problèmes structurels, ce sont des problèmes très difficiles à résoudre, mais qui restent encore dans le domaine du possible. Ils ne seraient pas faciles, mais ils sont possibles à résoudre. En réalité, ni au nord ni au sud, aucun acteur n'est assez fort pour faire pression sur les États-Unis. Et ils ont encore un accès simultané à l'océan Atlantique et au Pacifique, que ce soit par voie terrestre, maritime ou via le canal de Panama. Sans parler du fait que le bassin du Mississippi leur offre une boucle logistique qui n'a pas d'équivalent sur la planète. Parce que cette boucle permet à l'intérieur du pays d'avoir accès au sud, dans le delta du Mississippi, pour atteindre les Caraïbes et aux Grands Lacs au nord, où ils peuvent accéder à l'océan Atlantique. Je ne veux pas trop détailler, ayant déjà évoqué les atouts des États-Unis dans leurs vidéos de géopolitique. Mais le fait est qu'il n'y a pas de problème structurel ou existentiel, rien qui mette en danger l'existence des États-Unis en tant qu'État. Personnellement, je ne pense pas qu'ils soient aussi forts que ceux qui sont pro-américains le croient, non. Et je ne pense pas non plus qu'ils soient aussi faibles que ceux qui sont anti-américains le pensent, quoi. Parce que je vois en réalité des changements majeurs à l'horizon de l'histoire américaine. Non seulement à cause de sa démographie, qui est en train de changer, mais aussi parce que c'est un pays qui tient à sa culture. Autant la liberté que l'État deviennent trop envahissants pour cette culture américaine traditionnelle. Et aujourd'hui, sa dette vaut plus que le pays tout entier. Peu importe à quel point vous êtes pro-américain, vous devez admettre que cela n'est pas viable à long terme. Repousser le plafond n'est pas quelque chose que l'on peut faire indéfiniment. Cela me rappelle aussi comment, souvent, les personnes qui ont grandi dans cet environnement d'omniprésence américaine ont du mal à accepter un déclin, ou même une stagnation de la puissance américaine. Parce qu'il y a une chose qui ne change jamais dans l'histoire de l'humanité, c'est le fait que tout finit par changer, donc rien n'est plus normal que le changement. De toute façon, la structure géopolitique des États-Unis est très solide, donc même s'ils traversent une grave crise, il n'y a aucun moyen de voir simplement la fin ou l'effondrement des États-Unis. Ne pensez pas que nous assistons aujourd'hui à un effondrement des États-Unis, mais plutôt à un grand changement à venir. Nous ignorons la nature du changement, mais savons seulement qu'il sera important. Le meilleur parallèle est Rome, mais pas comme certains auteurs de gauche qui sont anti-américains, le présentent comme la fin de l'Empire romain. Mais quelque chose de plus similaire, comme la transition de ce qu'était la République romaine pour devenir l'Empire romain. Ce ne sera pas exactement la même chose, mais je veux dire que ce sera un changement de ce niveau, quelque chose de grand. Donc, nous ne voyons pas la fin des États-Unis en tant qu'État, mais nous allons voir un changement très profond dans les prochaines décennies. L'autre pays, c'est la Chine, et ici, tout comme pour les États-Unis, les gens qui sont très anti-chinois voient l'effondrement de la Chine, qui serait, hypothétiquement, un pays qui cesserait d'exister, pratiquement du jour au lendemain. Cela est principalement dû à l'influence de mauvais géopolitologues, comme Peter Ziran ou George Friedman, et pour ce dernier, j'ai même du mal à l'appeler géopolitologue. Mais tout comme les États-Unis, le fait est que la Chine va traverser des changements. La rapidité et l'ampleur de ces changements dépendront du Parti communiste chinois. Les mesures mises en place par le gouvernement de Xi Jinping ne sont tout simplement pas durables à long terme. La société chinoise n'est pas prête à retourner à la campagne ou à voir son niveau de vie diminuer comme celui de ses grands-parents. Les personnes qui sont trop pro-Chine inventent comme bête tout simplement que la Chine serait la première nation anti-crise. Comprenez que ce n'est tout simplement pas possible. Il n'existe aucun pays au monde qui soit anti-crise, à l'épreuve des crises. C'est un mythe. Les crises que j'ai mentionnées vont peser énormément sur la Chine. Mais tout comme les États-Unis, ils ont une bonne géopolitique, dans le sens d'un bon territoire, d'une infrastructure fonctionnelle et d'une structure civilisationnelle qui occupe ce même territoire. Peu de cultures sont aussi fortes que la culture chinoise. Il y a des années, quand je vivais à Hong Kong, je me souviens d'un auteur dont les paroles m'ont marqué et se sont révélées prophétiques. Malheureusement, je ne me souviens pas de son nom.
Mais il disait que c'était une illusion de l'Occident de penser que la Chine allait s'occidentaliser au point de devenir une démocratie libérale. Mais que, probablement, le monde passerait par un processus de, entre guillemets, sinisation. Le monde deviendrait plus semblable à la Chine, et dans ce cas, il ne s'agit pas simplement de ressembler davantage à la Chine. Non pas à cause d'une immigration chinoise, mais parce que le monde adopterait des modèles politiques, sociopolitiques, culturels et économiques similaires à ceux de la Chine. Aujourd'hui, je le constate fortement. En partie, mais principalement à cause de la victoire de la Russie en Ukraine. Bien qu'il y ait encore des gens qui croient, par ignorance absolue et profonde, que la Chine est socialiste, la vérité est très différente. Ce qui existe historiquement de plus proche de la Chine après la période de Zemim est probablement le modèle fasciste de l'Allemagne nazie, mais sans le facteur racial et pas aussi radical. Mais concernant la structure de l'État, la modélisation économique et le fonctionnement du gouvernement. Quiconque affirme que la Chine est socialiste ou, pire encore, communiste, doit être purement et simplement ignoré, car cela n'a tout simplement aucun fondement. Leur modèle remplit la grande majorité des critères d'un système fasciste. Je suis impressionné de voir comment, dans la plupart des cas, la droite brésilienne déteste la Chine et la gauche idolâtre la Chine. Cela montre à quel point le Brésilien, en général, ne comprend pas et ne connaît pas la Chine. Pourquoi défendre au Brésil les causes de la gauche brésilienne? En Chine, cela vaudrait probablement la prison. La plupart des causes de la droite brésilienne, notamment celles des partisans de Bolsonaro, sont déjà adoptées en Chine. Ce qui en gros démontre qu'au Brésil, ni la gauche ni la droite n'ont la moindre perception de la réalité géopolitique. Parce que la droite hésite encore à voir que les causes identitaires de la gauche viennent justement des États-Unis, qu'ils idolâtrent. De toute façon, même avec ces crises futures, le système chinois devra changer son organisation, mais c'est courant pour les Chinois de changer afin de garder les choses identiques. Je ne sais pas si le changement viendra du Parti communiste réalisant la nécessité de changer, ou d'une révolution ou d'une demande populaire. Les chances d'une révolution en Chine sont très faibles, mais il s'agirait probablement d'un coup d'État silencieux au sein même du Parti communiste. Mais la Chine continuera d'être l'un des pôles géopolitiques à l'avenir, aux côtés des États-Unis. La différence, c'est que, comparé par exemple à la guerre froide, lorsque nous avions deux grands blocs mondiaux, nous n'aurons pas ces deux grands acteurs. La Chine et les États-Unis auront une grande capacité à exercer une influence mondiale, mais très probablement, ils établiront une priorité de partenaires à l'étranger et concentreront beaucoup de leur capacité sur eux-mêmes. Ce qui nous amène au troisième pays, qui est la Russie. Les personnes anti-OTAN et pro-Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud insistent sur le fait que les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud sont une sorte d'alternative à l'OTAN. Mais non. Il n'y a pas de discussion sur l'alignement politico-idéologique, il n'y a pas de discussion sur quoi que ce soit concernant la défense militaire mutuelle. Il n'y a qu'une discussion très superficielle. Sur le plan économique, les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud sont un forum de discussion économique, rien de plus que cela. Il n'existe rien qui place ces pays dans la même direction géopolitique, car certains d'entre eux sont des concurrents géopolitiques les uns des autres. Et quand on parle de géopolitique, on parle de choses qui vont au-delà de l'économie, surtout dans le domaine militaire et politique. Les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud représentent au mieux une alternative au G7. Cela fait déjà un certain temps que la Chine est partenaire de la Russie dans l'affrontement contre l'Occident. Mais cela ne fait pas de ces deux pays des amis. Et c'est ce que je veux que tu comprennes. Ce sont des partenaires de circonstance parce qu'ils ont un ennemi commun, qui est la présence des États-Unis en Eurasie. À long terme, les deux pays reviendront à leur situation normale, et leur normalité a toujours été la méfiance mutuelle. Que ce soit entre l'Empire russe et l'Empire chinois, ou entre l'Union soviétique et la Chine maoïste. Les deux pays se disputent dans l'influence en Asie centrale, qui peut paraître sans valeur à ceux qui n'y prêtent pas attention. Mais pour la doctrine géopolitique russe, c'est l'une de ses plus grandes vulnérabilités. Les seules forces qui ont réussi à attaquer le noyau moscovite ne sont pas venues d'Europe, mais de l'intérieur de l'Asie. Ici, le fameux général Iver, qui a protégé la Russie, change de camp et se retourne contre les Russes. Moscou a toujours considéré l'Asie centrale comme quelque chose de vital pour la défense de son territoire intérieur.
D'un autre côté, la Chine considère le Xinjiang comme une zone tampon contre les menaces venant de l'Ouest par voie terrestre, plus précisément aujourd'hui l'islam. Elle a ainsi, via la route de la soie, favorisé les investissements dans ces pays. Dans l'Est russe et le Nord chinois, la méfiance reste plus forte car elle commence ici. Les Russes ont autrefois exercé une pression directe sur les Chinois près de Pékin, allant jusqu'à s'emparer de territoires historiquement chinois. Aujourd'hui, l'inquiétude russe vient de la crise démographique, car l'immigration chinoise augmente en Russie intérieure. Dans certaines villes russes, il y a tellement d'enseignes en chinois qu'on n'a plus l'impression d'être en Chine qu'en Russie. Et, compte tenu de la baisse de la population russe, leur espace oriental, qui était déjà vide, va devenir encore plus vide. La Chine va aussi traverser cette grave crise démographique. Mais étant donné la taille de la population, si seulement un petit pourcentage de la population chinoise émigre vers l'intérieur de la Russie, cela suffit déjà à bouleverser toute la démographie de l'État russe. Et une immigration chinoise ajoutée à un potentiel de forte natalité parmi les Chinois russes dans la région peut perturber ce plan de Moscou à long terme. Les deux pays, inévitablement, après le retrait des États-Unis, vont peu à peu se regarder de travers de plus en plus. La Russie mise sur ses liens avec l'Inde depuis la guerre froide, et cela s'accentue aujourd'hui. Et les Indiens, conscients de cette vulnérabilité russe et craignant d'être encore plus restreints et encerclés par l'influence chinoise, misent beaucoup sur leurs relations avec la Russie. Parce qu'ils savent que Moscou aura besoin de New Delhi pour ne pas devenir otage des Chinois, et que New Delhi aura besoin de la présence russe en Asie centrale pour éviter un isolement total. En Occident, la première chose que les Russes essaieront de faire à la fin de la guerre, en supposant qu'elle se termine sans guerre nucléaire, sera de normaliser leurs relations avec les Européens. Comment réduire la dépendance envers la Chine ? Et je ne doute pas du tout que même les Russes, quelques années après la fin de la guerre, peut-être même moins de 10, finiront par normaliser leurs relations avec les États-Unis. À mesure que les États-Unis connaîtront des tensions avec la Chine dans le Pacifique, ils considéreront la Russie comme un moyen de pression sur la Chine. Que les Russes acceptent ou non et comment ils vont gérer ce contexte, ce sont des choses différentes dans la perception russe. En envahissant l'Ukraine, ils cherchaient à éviter que, dans 10 ans, lorsqu'ils seront au cœur de cette crise démographique, ils aient à faire face à une Ukraine occupée par l'OTAN. Directement sur leur noyau géopolitique, en pleine période de fragilité. C'est pourquoi ils ont décidé de sécuriser la zone maintenant, et ce faisant d'entraîner l'OTAN dans un conflit d'usure. Cela affaiblit aussi l'OTAN et la dissuade de nouvelles offensives, notamment après l'Ukraine qui pourrait être, hypothétiquement, la Géorgie. Mais évidemment, cela a mis davantage de pression sur leur démographie, avec de jeunes hommes mourant à la guerre et la nécessité de s'adapter industriellement. Avec d'énormes injections d'argent du gouvernement, ce qui, à l'avenir, pourrait entraîner une surchauffe de l'économie. Bien que je pense qu'il est plus probable qu'ils adaptent cette industrie militaire créée pour la guerre à la production de biens civils destinés à l'exportation, ou qu'ils augmentent leur part sur le marché mondial des armes. Mais en général, on peut dire qu'ils ont essentiellement amputé quelques doigts pour essayer de sauver la main. Ils ont pris ce risque et ce n'est qu'à long terme que nous pourrons savoir si cela a été une décision correcte. Ce qui a compliqué la vie de l'État russe, mais a évité son effondrement ou a encore accéléré sa fragmentation. Au fur et à mesure que de nouvelles pressions apparaîtront à l'avenir, car ce qui ne manquera pas, ce sont ces zones de pression sur la Russie. Ils auront d'énormes problèmes à maintenir la partie intérieure de leur pays fonctionnel, ou du moins à l'abri de l'infiltration islamique qui viendra d'Asie centrale. Comme je l'ai dit, éviter une trahison chinoise sera aussi une difficulté qu'ils auront dans leur partie la plus extrême. Et ils devront encore faire face à l'islam radical, éventuellement à nouveau, dans le Caucase. Ils ont pacifié la région en versant des allocations au clan Kadyrov depuis les années 2000. Mais si cela vacille, les Kadyrov tomberont ou se retourneront contre Moscou. Ils ont vendu leur allié, l'Arménie, pour tenter d'amadouer la Turquie. Mais cela pourrait avoir un coût très élevé à l'avenir. De toute façon, l'Europe normalisera probablement aussi ses relations avec la Russie, donc comme je l'ai dit. Bien plus tôt que ne le souhaiteraient ceux qui ont choisi un camp dans cette guerre et qui continuent à encourager.
Une autre chose que les Russes essaieront de faire pour minimiser les dégâts sera de se présenter comme une puissance renaissante, qui a été capable de défier le modèle économique et l'armement occidental, en essayant d'adopter une position de leader parmi ceux qui, disons entre guillemets, se sentent exclus du système mondial monopolisé par la Chine et les États-Unis. Ce qui inclut l'Afrique, la quasi-totalité de l'Amérique latine et les pays d'Asie du Sud et du Sud-Est. C'est important parce que ici, il y aura un autre point de compétition entre Moscou et Pékin. Les Chinois, via la route de la soie, et les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, tentent de rivaliser directement avec les États-Unis. Mais avec la Russie à la tête de ces pays, il finira par émerger des blocs de résistance aussi bien contre Washington que contre Pékin. Nous verrons sans doute apparaître des discours anti-Chine reprenant la rhétorique anti-impérialiste occidentale. Pourquoi la situation de la Russie sera-t-elle plus critique que celle de la Chine ou des États-Unis ? Et elle n'aura même pas la force de s'opposer ni à l'un ni à l'autre. La stratégie de Moscou sera de former une coalition d'insatisfaits face aux pressions chinoises et américaines. Cela peut amener certaines personnes à interpréter cela comme une répétition de la guerre froide. Pendant la guerre froide, il y avait le bloc de l'OTAN mené par les États-Unis et celui du pacte de Varsovie dirigé par l'Union soviétique. Et au milieu de tout cela, nous avions le bloc des non-alignés, sauf que le bloc des non-alignés, pendant la guerre froide, n'était pas vraiment non-aligné. Il prenait pas des positions en s'orientant davantage vers l'Union soviétique ou vers les États-Unis, selon les circonstances. Mais dans ce nouveau monde, ce sera différent, parce que ni les États-Unis ni la Chine n'auront la capacité d'imposer leur présence à l'échelle mondiale, comme c'était le cas pendant la guerre froide. Les États-Unis et l'Union des républiques socialistes soviétiques Alors, ces pays, entre la Chine et les États-Unis, en réalité ne formeront pas un bloc de non-alignés. Mais la zone de désordre mondial, c'est là que les grandes crises vont survenir. Maintenant, les grands perdants de ce monde d'après-guerre en Ukraine et de désordre mondial seront les Européens. L'Allemagne, moteur industriel de l'Europe, s'est auto-sabotée, atteignant un record de désindustrialisation. Mais les élites du continent ont également ouvert une guerre ouverte contre leur propre secteur agroalimentaire. Et cela ajouté au fait que les dirigeants de gauche du continent européen tirent la couverture à eux. Un tsunami d'immigrants africains et du Moyen-Orient qui, littéralement, détestent la culture européenne et les ethnies locales. Utiliser des immigrés pour résoudre le problème de la faible natalité d'un pays peut sembler une bonne idée pour ceux qui ont une vision plus superficielle et limitée à l'économie. Mais en réalité, c'est exactement la pire chose à faire venir des immigrés dans un pays. Au moment où la faible natalité est littéralement comme introduire un corps étranger et contaminé dans une personne dont l'immunité est déjà faible, elle va mourir. Vous ne faites qu'accélérer la mort de cette personne. Et cette analogie s'applique aussi au pays. Je ne sais pas si la victoire de la Russie en Ukraine va renforcer ou affaiblir l'OTAN, car en réalité, je vois les deux possibilités avec des chances égales. Mais c'est certain, cela va affecter le moral et la psychologie des Européens, surtout à mesure que les crimes commis par des immigrés atteignent des niveaux incontrôlables. L'Europe est restée forte sur la scène internationale parce qu'elle possédait un capital humain solide et hautement qualifié. Mais une fois cela disparu, les Européens auront peu de moyens pour rester influents. Et cela ajouté au fait qu'ils sont complètement perdus sur la scène internationale. L'Europe refuse simplement de voir sa propre fragilité et, pour cette raison, elle fait tant d'erreurs dans sa politique étrangère. Un exemple de cette erreur a été le soutien colossal qu'ils ont apporté à Lula lors des élections de 2022, en opposition ouverte à Bolsonaro, pensant que, pour une raison quelconque, Lula signifierait un rapprochement du Brésil avec le bloc européen. Il n'a même pas fallu un trimestre pour se rendre compte qu'ils s'étaient trompés. Au fond, avec Lula ou Bolsonaro, l'éloignement du Brésil vis-à-vis de l'Europe demeure. Face à ces crises majeures, l'Europe connaîtra probablement l'une de ces trois issues. Ou des insurrections pouvant mener à des guerres civiles en Europe, ou le permettant à contre-temps ici et à tension, où la croissance de la population islamique n'est plus maîtrisée, ou l'arrivée de régimes fascistes cherchant à rétablir l'ordre. Ou même une sorte de quasi-mexicanisation, avec la criminalité devenant incontrôlable dans les capitales, et des quartiers entiers devenant des zones où la police européenne ne pourra pas entrer.
J'ai récemment reçu un email me menaçant de mort et se réjouissant du décès de personnes blanches et européennes. Normalement, j'aurais été surpris, mais cela fait déjà un certain temps que je remarque que, de plus en plus, chaque fois que je publie du contenu, d'agressions d'immigrants contre des natifs européens. Beaucoup de gens célèbrent et font la fête parce que les Européens le méritent pour ce qu'ils ont fait dans le passé. C'est dangereux et malhonnête, car tous les pays ont commis des atrocités dans le passé. Et quand il s'agit de l'esclavage, les Européens ont été ceux qui ont le moins réduit en esclavage et les premiers à avoir tenté d'interdire ce marché. Et avant que quelqu'un ne dise que c'est leur problème là-bas et que ce n'est pas notre problème ici, il est important de garder à l'esprit que ce type de discours de haine raciale contre les personnes blanches ou d'origine européenne a été systématiquement importé au Brésil et aux États-Unis, ce qui indique le monde qui s'annonce ensuite. L'acteur clé suivant, c'est l'Inde. Contrairement aux économistes qui se limitent aux chiffres, ils ne comprennent pas. C'est que l'Inde est une poudrière, en plus d'être encerclée au nord par la Chine et le Pakistan, qui sont tous deux des puissances nucléaires. Elle devra encore affronter la pression de cette région, surtout islamique. Les Indiens, contrairement aux Européens, sont déjà alarmés par la croissance de l'islam et ont pris des décisions de plus en plus fermes pour tenter de contenir cela. Le problème, c'est que le nombre de réfugiés islamiques venant du Pakistan a augmenté très rapidement à mesure que le Pakistan lui-même se rapproche d'un point de rupture. Et ajoutez à cela le fait que de nombreux Indiens se sont convertis à l'islam, en particulier la caste des Dalits, la soi-disant caste des intouchables dans la société indienne. Le problème, c'est que cela va entraîner d'énormes tensions. Ainsi, soit les Indiens hindous, bouddhistes, brahmanistes et sikhs devront agir radicalement pour éliminer l'islam, soit les musulmans demanderont la suppression de certains aspects de la société indienne, ce qui pourrait entraîner des guerres civiles ou des mouvements séparatistes. Deux circonstances vont façonner le monde après la guerre en Ukraine. La première, d'énormes transformations en Chine et aux États-Unis, dont nous ne pouvons pas savoir ce qu'elles seront. Mais elles viendront, car la structure de l'État et du gouvernement de ces pays se dirige vers une certaine rupture. Et ne vous faites pas d'illusions. Des changements vont arriver, c'est inévitable, mais nous ne savons pas comment. Et la deuxième, la plupart des menaces pour le reste du siècle seront liées à l'expansion islamique. Le continent eurasien va bouillir. Curieusement, après le risque d'une troisième guerre nucléaire, si elle n'a pas lieu à cause de l'Ukraine ou d'une invasion chinoise de Taïwan. Là où les guerres suivantes seront religieuses. L'Europe formera un arc de violence religieuse et ethnique, touchant l'Europe occidentale, le Sud et le Sud-Est. Autrement dit, de l'Angleterre à la France, aux Pays-Bas, à l'Espagne, au Portugal, à l'Allemagne, à l'Italie, à la Grèce et à certains pays des Balkans, qui vont avoir des problèmes massifs, énormes, pour contenir les problèmes avec les Africains et les musulmans du Moyen-Orient. L'utopie européenne de civilisation supérieure et de paix perpétuelle de l'État-providence est terminée. Elle a été construite sur la garantie de protection des États-Unis. Alors que les Européens, fiers de leur supériorité culturelle, pensant que cela suffirait à pacifier leurs ennemis, ils se sont trompés et ils en paieront le prix. L'Europe de l'Est et l'Europe centrale devront faire face à la pression croissante d'accueillir ces réfugiés. Alors, que va-t-il arriver à l'Europe ? Très probablement, il n'y a que deux issues possibles. La montée de régimes fascistes promettant de restaurer la fierté européenne et d'expulser les immigrés islamiques et africains. Sinon, l'Europe risque de connaître une latino-américanisation, avec favelas, violence urbaine et dégradation sociale. Qu'est-ce qui va découler de cette islamisation ? La menace islamique sera si grave que je n'en doute pas. Jusqu'à ce que nous voyions les pays des Balkans et certains pays d'Europe de l'Est, qui sont aujourd'hui viscéralement anti-russes, finir par devoir collaborer avec les Russes pour contenir cet islam. L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, sauf la Turquie et l'Iran qui connaîtront aussi des défis démographiques, devront affronter l'extrémisme islamique. Vous trouvez probablement étrange que je dise que l'Iran aura des problèmes avec l'extrémisme. Mais comprenez que, dans ce contexte spécifique du Moyen-Orient, l'Iran est l'un des acteurs les plus modérés. C'est là que tout s'aggrave. Israël connaîtra de graves problèmes et sera de plus en plus isolé. Les États-Unis, concentrés sur le Pacifique, et l'Europe,
devant faire face à l'islam et au fascisme, n'auront ni l'énergie ni l'intérêt pour Israël. D'ailleurs, cela se passe déjà en ce moment. Les Européens, alliés traditionnels d'Israël, ne donnent plus de chèques en blanc. Israël devra travailler énormément sur ses relations publiques, jusqu'en 2030. Parce que sinon, elle risque de devenir la prochaine Corée du Nord, isolée et ne gardant sa puissance que grâce à ses armes nucléaires. Les pays restants vont entrer en ébullition à cause de la démondialisation. Les régimes auront-ils du mal à se maintenir ou devront-ils s'allier à des groupes extrémistes? L'Afrique du Nord aussi. Du centre africain au sud, davantage de guerres religieuses opposeront groupes islamiques renversant des régimes à des groupes chrétiens. Cela se produit déjà et va encore s'intensifier. Le sud de l'Asie, que j'ai déjà mentionné comme l'Inde, va avoir d'énormes problèmes. Mais toute la région aura aussi des difficultés dans la lutte contre l'islam. L'Asie du Sud-Est et l'Australie seront parmi les endroits les plus calmes, tant que l'Indonésie et la Malaisie ne tomberont pas entre les mains des radicaux islamiques. Et de ce qui pourrait arriver en Chine, car les effets en Chine auront des répercussions ici. Aujourd'hui, la Malaisie et l'Indonésie sont des pays à majorité islamique, mais c'est un islam pratiquement inexistant. Cela ne s'applique que sur le papier. Avec ces deux pays qui résistent et maintiennent la situation actuelle, la région restera tranquille. La ferveur islamique sera contenue par la Chine depuis le Tibet et le Xinjiang. Bien que vous vous souveniez de ce que je viens de dire à l'instant, ils vont traverser des changements. Et pour ma part, j'aime être bouddhiste, et pour l'instant, je contrôle bien la montée de l'islam dans la région. Mais si l'Indonésie et la Malaisie tombent, ce que je trouve improbable, le Myanmar sera extrêmement sous pression avec la Thaïlande et ils ne tiendront probablement pas le coup. Le Vietnam, doté d'un grand potentiel, devra soutenir militairement, politiquement et économiquement l'Indochine pour résister. Les Philippines dépendront également de ce contexte, bien qu'elles continueront à devenir de plus en plus importantes pour les États-Unis, qui feront peut-être tout pour garder ce pays de leur côté. Après tout, elles seront l'une de leurs lignes défensives les plus importantes dans le Pacifique. La plus grande menace pour le reste du siècle, après l'Ukraine, sera donc l'expansion islamique, stimulée par les immigrés. Mais ici, il y a cependant un point à souligner pour ne pas dire que c'est une guerre perdue. Car, malgré l'impression d'une hausse de la population islamique mondiale, cela résulte uniquement de l'immigration de masse. Parce que, dans les pays d'origine de ces immigrés, une grande partie d'entre eux entrent également dans l'ère de la crise démographique. Ceux qui n'y sont pas encore vont bientôt y entrer. Et les populations immigrées, dès la deuxième génération, lorsqu'elles arrivent dans les pays développés, enregistrent également une baisse de la natalité. Donc ce sera une vague à laquelle on peut résister. J'ignore encore deux facteurs qui vont aussi déterminer le reste du siècle, mais que je veux laisser pour d'autres vidéos. Qui seront simplement les deux autres de ces trois éléments qui vont bouleverser fortement le scénario international, à savoir l'intelligence artificielle et l'ingénierie génétique. Le Brésil et l'Amérique latine seront loin de l'épicentre de cette crise de l'islam, donc ils ne seront pas touchés de sitôt, ni à la même vitesse. Ces crises entraîneront de profonds changements. Comme la Chine et les États-Unis, ils connaîtront des transformations. Nous devons nous attendre à la même chose ici, malgré des facteurs aggravants et atténuants. Comme facteur aggravant, nous avons le fait que le Brésil va vieillir avant de devenir riche et qu'il n'a pas construit suffisamment d'infrastructures. Durant les bonnes années, entre 1960 et 2010, avec une courte pause fin des années 80 et début 90, une population très peu qualifiée, ce qui compliquera aussi tout projet d'élargissement industriel. D'ailleurs, même si nous avions un projet sérieux d'industrialisation, ce que nous n'avons pas, notre matrice énergétique est presque à sa limite. Donc plus d'industrie surchargerait notre production d'énergie. Nous verrions encore plus de coupures de courant. La situation du Brésil pendant la pandémie et la guerre en Ukraine n'a pas été pire uniquement grâce à l'agro-brésilien. Mais il va ressentir ces changements qui vont arriver. En plus du fait que notre infrastructure va se détériorer par manque d'entretien, ce qui va compliquer les exportations.
De plus, dans un contexte de désordre mondial, sans personne pour assurer le commerce maritime mondial, nous avons déjà eu un bref aperçu de ce qui nous attend récemment, lorsqu'un navire transportant du maïs brésilien vers l'Iran a été intercepté par les Houthis en mer Rouge. Alors, cela va nous mener à deux choses. L'augmentation du temps de transit des exportations brésiliennes. Ils devront éviter les routes dangereuses ou voyager en convoi, et le fret augmentera principalement à cause de l'assurance. Cela, ajouté à la baisse de la consommation chinoise, va entraîner d'énormes problèmes pour l'agro-industrie et il n'existe tout simplement pas de substitut au marché chinois. Même si l'on parle de plusieurs pays réunis, la région du centre-ouest aura du mal à se maintenir, ce qui va probablement amener Brasilia à augmenter les impôts pour compenser cette baisse. Et cela dans un pays qui a déjà certains des impôts les plus élevés du monde, en pleine récession économique. Qu'est-ce qui va mener à une sorte de rupture? Et si cela ne mène pas à un processus de rupture, alors cela va entraîner une augmentation absurde de la criminalité. Les gens, en général, n'ont tout simplement aucune idée de la quantité de dépenses obligatoires sans que l'État a et qui ne génèrent aucun retour pour le pays. Et comme je l'ai dit, ce sont des dépenses obligatoires. Donc l'État, pour pouvoir les maintenir, devra augmenter les impôts, et cela dans un contexte de crise et d'appauvrissement de la population. Donc pour des raisons légales, l'État doit maintenir ses dépenses, ou alors il devra tout simplement changer sa structure de gouvernement. Parce que soit il maintient ses obligations légales et l'économie s'effondre, mettant en danger l'existence même de l'État brésilien. Ou alors il va tout simplement rédiger une nouvelle constitution et jeter à la poubelle tout ce à quoi il s'est engagé au cours des dernières décennies. Le monde magique du pouvoir judiciaire, des avocats et des législateurs qui pensaient qu'on pouvait créer de la richesse d'un simple coup de stylo, va prendre fin. Alors, d'énormes changements attendent le Brésil, tout comme c'est le cas pour les États-Unis et la Chine. Je ne sais pas exactement ce qui viendra ensuite. Je sais seulement que la situation actuelle ne pourra pas être maintenue. Et si on essaie de la maintenir, cela conduira à un processus de mexicanisation du Brésil. Avec la criminalité qui ne cesse de croître, au point de remplacer l'État à un certain moment, comme cela se passe au Mexique. Cependant, tout n'est pas mauvais. En raison du fait que les Amériques sont éloignées de ce foyer eurasien, il est possible que le continent américain connaisse d'importants progrès civilisationnels et structurels, devenant une région, du moins du point de vue religieux et ethnique, plus stable. Donc, peut-être modérément, il est possible d'être un peu optimiste pour les régions des Amériques. Sans exagération, merci à tous, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas, c'est très important, n'oubliez pas de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez. Cela peut sembler peu, mais ça aide énormément la chaîne, parce que pratiquement YouTube cache la chaîne au grand public. Votre soutien par le bouche à oreille est essentiel pour que je poursuive la chaîne Géopolitique mondiale. Et si vous aimez vraiment la chaîne, pensez à devenir membre de la chaîne. C'est une petite somme, mais cela aide énormément la chaîne. Et avec cela, vous aurez un accès anticipé aux vidéos, vous pourrez participer aux lives exclusifs et au groupe Telegram réservé aux membres, en plus d'avoir accès aux vidéos privées. À bientôt et à la prochaine vidéo.